Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Hello à tous, je vous retrouve enfin pour le fameux épisode sur ma retraite spirituelle. Je suis Julie, je suis votre hôte sur ce podcast et notamment sur cet épisode. Je suis coach de vie, j'accompagne les femmes entrepreneurs à co-créer un business avec un équilibre de vie tout en respectant l'équilibre de vie qu'elles ont choisi. Et aujourd'hui, je vais vraiment focaliser mon partage sur la retraite où je suis allée, dans laquelle j'ai embarqué à Bali. Donc c'est parti d'où en fait cette retraite? C'est une de mes copines qui organise des retraites régulièrement au Mexique, parce qu'elle habite au Mexique ou en Bretagne, d'où elle est originaire. Et j'avais reçu son email pour Bali. Ça faisait plusieurs années qu'elle n'y était pas retournée. Et elle a toujours rêvé d'organiser une retraite là-bas. Donc j'avais vu son email passer, mais j'avais pas relevé. Et j'ai une autre copine avec laquelle je parle de temps en temps qui m'a dit « Est-ce que tu as vu que un tel organisait une retraite à Bali ?» J'avais dit oui. Elle m'a dit « Bah voilà, ça c'est typiquement le truc, le genre de retraite qui m'intéresserait de ouf, mais je me verrais pas la faire avec n'importe qui et vraiment avec toi, ça serait le top. » Et donc à partir de là, moi j'ai ressenti un élan pour m'inscrire, pour participer avec ces deux femmes. Et ce sont deux femmes que j'avais rencontrées du coup en 2022 lors d'un séminaire business à Cannes. Et je les avais, j'avais revu l'organisatrice au Mexique, mais j'avais pas revu l'autre participante, ma copine. Et du coup là, j'ai fait all-in, alors qu'à ce moment-là, ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'un accompagnement au niveau de ma stratégie. En tout cas, c'était mon ressenti pour faire un lancement à succès, parce que pour les personnes qui me suivent en story, j'avais fait un lancement en avril. J'avais vendu 2 places de mon mastermind, Shine, pour accompagner les femmes entrepreneurs à co-créer un business au service de leur vie. Et j'avais refait un lancement en mai, mais j'avais pas fait de vente. Pour le mastermind, il restait 4 places. Et donc en juillet, quand je vois cette retraite passer, c'est au même moment où je discute avec une de mes mentors qui me dit qu'elle va lancer un mastermind, qu'elle aimerait bien m'y retrouver. Et donc, voilà, en discutant, on s'aperçoit que je suis sa cliente idéale. Mais je sais pas, il y a un truc qui bloque dans mon élan du mastermind. Je cherche à justifier par pas mal de choses que c'est pas pour moi à ce moment-là. Et voilà, d'un côté, j'ai un besoin au niveau de mon business que cette mentor peut m'apporter, sachant que son mastermind était censé commencer en octobre, mais qu'elle me proposait de commencer à m'accompagner dès août pour préparer mon lancement avec moi. Donc il y avait vraiment, elle avait posé toutes les billes pour me permettre d'embarquer. Et d'un autre côté, je sentais que c'était pas juste pour moi et j'étais beaucoup dans le mental pour justifier pourquoi je n'embarquerais pas. Donc il y avait ça aussi qui m'a fait comprendre que c'était pas l'investissement le plus juste pour moi au moment T. Et donc ce qui était intéressant, c'est que pour la retraite, ça s'est fait très très vite. C'est-à-dire que ma copine, quand elle me l'a proposé, le lendemain, je pense qu'on se calait les dates. Et on proposait à l'organisatrice de rejoindre toutes les deux avec des dates proposées par rapport à ce qui était possible dans nos agendas respectifs à toutes les trois. Donc on a validé assez rapidement. À ce moment-là, donc pour confirmer mon inscription, je fais un virement de 50% d'acompte. Et en fait, je ne sais pas comment je vais payer la deuxième moitié, sachant que dans mon organisation, j'ai déjà prévu au niveau financier pour couvrir toutes mes charges jusqu'à janvier, sans devoir vendre quelque chose, un service, un programme ou quoi que ce soit, et que je suis couverte du coup jusqu'à janvier financièrement parlant, et que en m'inscrivant à cette retraite, ça fout tout mon budget prévisionnel en l'air. Et c'est ça aussi qui m'a créé une insécurité, puisqu'à ce moment-là, je ne savais pas si j'aurais la capacité de vendre les places du mastermind
ou pas dans les mois qui arrivent. Donc mon lancement était prévu en septembre et donc j'avais aucune certitude de pouvoir générer un chiffre d'affaires qui me permette de retrouver ce budget et cette sérénité financière qui me permettrait de naviguer en paix jusqu'à janvier. Petite parenthèse, peu importe le chiffre d'affaires que l'on génère, moi ce que j'ai observé c'est que dans mon entourage, que l'on génère 1 000 euros ou 50 000 euros par mois, j'ai toujours eu des discussions avec des personnes qui, à un moment donné de leur parcours, vibraient le manque financier, donc sous différentes formes. Ça peut être la peur de ne pas recréer d'argent, ça peut être la peur de ne pas se sentir en sécurité, peu importe combien de mois vous avez en réserve. Ça peut être plein de choses et ça, c'est ce qu'on travaille aussi dans le mastermind. Ça n'a rien à voir avec ce que vous générez, c'est comment vous vous sentez. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où j'ai embarqué dans ce projet de retraite, j'ai vu mon énergie shifter. Et au lieu de faire mon lancement en septembre, j'ai choisi de le faire en août. Et ça a été carton plein. Je l'ai fait pendant mes vacances. Et ce qui était beau, c'est que je l'ai fait de manière très très fluide. Je l'ai fait par email alors que toutes mes copines et mes confrères entrepreneurs me disent que je ne peux pas faire de séquence de vente par email puisque je n'ai pas de newsletter et que je n'envoie pas régulièrement d'emails à mon audience, donc ils n'ont pas l'habitude de me lire et donc ils n'ouvriront pas mes emails. Pourtant, j'ai un très bon taux d'ouverture. J'ai pas regardé pour ce lancement, mais habituellement, j'ai un taux d'ouverture entre 30 et 45%, ce qui est pas mal. Et à ce moment-là, du coup, je sais pas, je trouve ça très facile et très fluide de faire ce lancement en août et je suis honorée d'avoir pu accueillir 4 nouvelles femmes dans cette cohorte qui a démarré du coup en septembre. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour le contexte dans lequel je me trouvais au moment où j'embarque dans cette retraite. Et sinon, je vais répondre un peu à vos questions avant de vous raconter mon séjour. Bali, c'était pas la première fois où j'y allais, j'y étais déjà allée il y a 5 ans avec mon mari pour nos 10 ans. Donc on avait fait un voyage touristique et donc je connaissais déjà. Là, cette fois-ci pour la retraite, on a choisi de s'établir à Ubud et c'était trop sympa. On a loué une petite villa sur Airbnb à toutes les 3, donc on était en co-living. C'était pas forcément prévu comme ça, mais en fait c'est ce on s'est proposé et toutes les 3 on était alignés avec le fait de vivre ensemble. Et donc ça m'a permis de redécouvrir Ubud et l'île de Bali avec un nouveau regard, un regard plus spirituel, un regard plus intéressé par la culture balinaise. Et voilà ce que j'avais pas fait il y a 5 ans, c'est-à-dire m'intéresser davantage à la culture et au côté spirituel. Là c'était vraiment touristique il y a 5 ans. Puis après j'étais pas aussi intéressée, aussi éveillée à tout ça et aussi vivre un peu comme les locaux, c'est-à-dire que j'ai fini par louer un scooter et conduire en scooter comme les balinés, ce qui me faisait extrêmement peur vu que j'avais eu un accident à Rotterdam il y a 2 ans sous la pluie et que même si je remonte à scooter quand il pleut et que j'utilise mon scooter quotidiennement, il y a quand même une certaine appréhension. C'est physique, c'est comme un trauma en fait. J'ai beau m'auto-coacher sur mes peurs, etc. Ça en devient à la limite une phobie de conduire en scooter sous la pluie, notamment quand j'ai quelqu'un derrière moi et quand j'ai quelqu'un à Rotterdam, souvent c'est ma fille. Et en fait, c'est comme si tout m'avait mené vers cette expérience de guérison de cet accident puisque j'ai une amie qui est venue me rendre visite à Rotterdam, donc elle est montée à scooter derrière moi, donc elle a à peu près le même gabarit que moi. Et puis à Bali, j'ai accueilli une de mes amies qui est plus lourde que moi du coup, alors que j'ai l'habitude de transporter ma fille qui est plus légère. Et ça m'a un peu challengée et cerise sur le gâteau, j'ai conduit sous une pluie diluvienne balinaise de nuit, dans le noir, dans la campagne. Donc vraiment sortie de zone de confort et du coup j'éprouve énormément de fierté, une fierté qui est équilibrée pour les personnes qui sont formées à la même méthode que moi, parce que je sais tout ce que ça m'a coûté d'en arriver là et je trouve ça beau le parcours que j'ai eu depuis que j'ai eu mon accident et cette sécurité que j'ai développée, cette assurance que j'ai développée au volant de mon scooter et c'est un peu le parallèle que je peux faire par rapport au business, c'est sortir de sa zone de confort, toujours avancer malgré les peurs et se challenger et découvrir au fur et à mesure comment dépasser ses peurs.
Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce que j'ai pensé de Bali après tout ce temps? C'est que c'est différent. Après, j'ai pas eu la même expérience, comme je le disais précédemment. Je trouve que ça s'est fort modernisé, qu'il y a le trafic, c'est devenu pire qu'avant. Enfin, avant, je me rappelle qu'on remontait la file, on doublait par la gauche. Maintenant, doubler par la droite, c'est une norme à contresens. J'ai trouvé que les Balinais étaient beaucoup plus avancés au niveau tourisme, c'est-à-dire que maintenant il y a plus que il y a pas que des chauffeurs privés, il y a Grab qui s'est développé depuis, donc voilà, il y a ce système un peu de taxi, de chauffeurs qui s'est développé. Et puis je trouve que c'est devenu fortement touristique, mais qu'on arrive quand même à dégoter des choses plutôt locales et à connecter avec les locaux, les grossistes, etc. Moi, j'adore aller dans les magasins qui vendent uniquement à des grossistes et à des entreprises de revente, discuter avec les gens, voir leur atelier de fabrication, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Donc ça, je l'ai retrouvé. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est ce qu'il y avait il y a 5 ans et que j'ai retrouvé cette année. Et ensuite, est-ce que je compte y retourner? Oui, je pense, mais pas de sitôt. Peut-être dans 5 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai adoré y retourner, redécouvrir Bali sous d'autres facettes. Et puis ensuite, vous aviez des questions un peu plus sur la retraite. Comment s'est passé mon retour de retraite? Donc très bien, j'étais sereine. J'avais hâte de retrouver mon mari et ma fille, de retrouver mon chez-moi. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé ça après un déplacement pro ou après un déplacement même perso. Donc moi je suis assez je mets les choses dans les cases, que ce soit les personnes, les événements, etc. Donc j'ai pas forcément de manque ou hâte d'aller quelque part ou de revenir chez moi. Je savoure pleinement le moment présent. C'est vraiment cette capacité à m'ancrer. J'ai un fort ancrage. Je suis pas trop dans l'extrême. Je suis pas trop ancrée. Je suis vraiment ancrée de manière sereine et paisible. Donc voilà, mon retour était bien, j'étais paisible, sereine, j'avais hâte de retrouver les miens. Et puis j'ai eu une belle transition puisque suite à la retraite, j'ai une de mes meilleures amies qui est venue me rejoindre à Bali. Donc ça m'a fait une bonne transition vers le retour chez moi. Avec quoi je repars à titre perso, avec savoir poser mes limites. Donc vous le verrez dans la suite de l'épisode, mais il y a eu des événements assez inconfortables que j'ai vécus. Et en fait, ça m'a juste appris en fait, où sont mes limites, à quel moment je dis stop, à quel moment je dis que ce n'est plus OK pour moi et de savoir, en fait, m'exprimer à ce moment-là sans être dans la FOMO et respecter mes ressentis. Donc, décider avec mes ressentis, avec mon sacral, parce que j'ai une autorité sacrale en human design. Et en fait, peut-être me détacher un peu plus de la performance, de sortir de sa zone de confort, même si je sais avec du recul que cette expérience m'a apporté beaucoup de bon. J'aurais très bien pu m'arrêter en cours d'expérience qui était inconfortable et que j'ai vécu comme une torture. Je vous l'explique un peu plus par la suite, parce que j'étais pas obligée d'aller jusqu'au bout du processus pour avoir la transformation que j'ai eue. Donc ça, c'est ce que je vous raconte après 10 jours de vécu suite à cet événement-là. Ensuite, quel moment a été le plus transformateur? J'ai adoré le nettoyage et la purification au temple. Je crois que c'était le jour 2. Et cette expérience avec ce guérisseur chamanique était très puissante aussi. Après, j'étais pas obligée d'aller jusqu'au bout du processus de guérison pour avoir la guérison telle quelle, pour avoir la transformation de ma perception en tout cas. Ensuite, quelle prise de conscience j'ai eue, quel changement je ressens. Prise de conscience, donc c'est plus moi, mes limites, mieux me connaître, découvrir ce qui était OK, ce qui n'était pas OK pour moi. Et les changements, je ressens pas de changement. J'étais déjà très posée, très paisible et très sereine avant de partir. J'avais passé d'excellentes vacances en famille. J'avais vraiment nourri toutes mes valeurs d'apprentissage, famille, voyage. Et puis je retrouvais une de mes meilleures amies à Ubud. Donc du coup, j'étais vraiment nourrie sur toutes les sphères de vie les plus importantes pour moi. Donc voilà, j'ai pas perçu de changement. Peut-être dans les semaines, mois à venir, parce qu'on a travaillé pas mal du côté énergétique, donc ça prendra le temps que ça prendra. Et donc à ce moment-là, je vous le repartagerai par la suite. Et puis voilà, c'était un peu toutes les questions que j'avais reçues dans ma boîte à questions sur Instagram. Et puis je vous laisse découvrir mon cheminement durant cette retraite
Je vous ai fait des petits points tous les 2-3 jours. J'avais pas à cœur et j'avais pas envie non plus de parler tous les jours. J'étais dans ma bulle. J'ai coupé vraiment des réseaux. J'ai coupé de mes discussions sur WhatsApp, mes discussions privées. Je répondais à très très peu. Même mes meilleurs amis, je leur ai dit je te répondrai plus tard. Et j'ai vraiment respecté mes besoins, mes envies. C'est rare que je coupe comme ça mes communications, mais là j'en avais envie et c'était très juste pour moi. Et ma famille, pareil, a compris que j'avais envie de vivre pleinement cette retraite. J'ai ma maman qui était à Bali en même temps que moi, qui m'a proposé qu'on se voit à Ubud. Et je lui ai dit, je préfère rester pleinement dans ma retraite et donc on se verra une fois de retour à Paris. Donc voilà, même si j'avais très envie de voir ma maman, ça fait depuis juillet que je l'avais pas vue. C'était plus sain pour moi de respecter mes besoins. Et je trouvais ça très juste de pouvoir m'exprimer ainsi parce que pendant tellement d'années, j'ai été la gentille, celle qui voulait aider tout le monde et qui voulait se complaire et beaucoup dans le people pleasing. Et plus j'avance dans mon cheminement, dans mon développement personnel, et mieux je me connais, mieux je sais ce qui est juste ou pas pour moi. Et je sais que ça, c'est aussi d'une grande aide pour les autres. Et voilà, on grandit tous, chacun à sa manière, et on chemine sur un chemin qui nous est propre. Voilà, je vous laisse avec mon histoire, mon vécu, mon expérimentation de cette retraite. Hello par ici. Nous sommes au jour 3 de la retraite. De quelle retraite je parle ? Je parle d'une retraite pour laquelle je me suis inscrite il y a quelques semaines pour partir à Bali. C'est une retraite que j'avais pas prévu de faire à la base. Et c'est parti d'un email envoyé par une de mes copines entrepreneurs qui informait son audience qu'elle faisait une retraite à Bali, et d'une autre copine entrepreneur qui me dit ce genre de retraite, moi je me verrais la faire qu'avec toi. Et donc c'est parti de ça, et en deux, on s'est organisé pour y aller ensemble, sachant que avant d'arriver à cette retraite à Bali, on ne savait absolument pas ce qu'on allait faire. Il n'y avait pas de programme, et pour deux femmes comme nous qui aimons bien contrôler, organiser, savoir les choses, etc., c'était assez même challenging dès le départ. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe pour moi. J'avais commencé par faire des vidéos, et en fait je me rends compte que c'est pas juste pour moi de faire des vidéos, donc je vais continuer en format podcast comme j'ai toujours fait. Je suis arrivée le soir, et ce qui était challenging, c'est que le soir, je suis arrivée très tard. J'ai retrouvé l'organisatrice de la retraite, qui est une de mes copines, plus ma copine avec laquelle je fais la retraite. On n'est que deux, c'est une retraite privative. On avait envie de se raconter 1000 choses, et en fait, on a dû se limiter pour préserver notre repos. Et aussi le contexte, il y avait cette volonté de prendre du temps pour moi après un lancement, parce que j'ai lancé une cohorte en groupe, un accompagnement de groupe qui a été complet, pas sans difficulté pour être honnête. C'est une cohorte que j'ai lancée en avril, et j'ai eu 2 femmes qui ont rejoint. J'avais relancé en mai, j'avais eu 0 personne qui avait rejoint cette cohorte, il restait 4 places. Et là, de pouvoir faire un lancement aussi fluide pendant mes vacances, qui se remplissent, donc 4 femmes ont rejoint, ça a été vraiment game changer, de se dire en fait on change de paradigme, en fait on sort du faire et on entre dans une ère où on peut juste être et récolter les fruits de tout le travail que j'ai pu faire depuis ces 3 dernières années en tant qu'entrepreneur et coach. Donc il y a vraiment ce truc qui a bougé, et peut-être que je vous raconterai qu'est-ce qui a bougé exactement, peut-être dans un autre épisode. En tout cas, on est arrivé avec mon ami. La première journée, ça a été une journée d'activation énergétique, où on a médité, on a fait des soins d'activation, donc c'est un travail très énergétique. Et ensuite, je sais plus ce qu'on a fait déjà, c'était avant-hier. Donc soins d'activation, et je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Ça a travaillé pendant plus d'1 heure. On a fait toute l'introduction de notre retraite, et ensuite on a fait des partages. Donc ça a duré, je pense, entre 2 et 3 heures l'après-midi. On avait commencé l'après-midi pour laisser le temps de se mettre dans le rythme balinais avec le décalage horaire, etc. Pour moi en tout cas, parce que ma copine arrive d'Asie, donc moins challenging pour elle. Ah oui, je sais ce qu'on a fait le premier jour. On allait se faire masser, on a fait un loulour massage, qui est un massage pour les jeunes mariés, enfin pour les femmes qui vont se marier.
où il y a un massage de relaxation. Et les massages de relaxation ici, c'est un peu comme les massages thaïlandais, c'est un peu hardcore. Et avec un gommage et un lait d'hydratation, puis un bain de fleurs en pleine forêt. Donc ça, c'était ouf, c'était magique pour se détendre. Et c'était trop chouette parce qu'on avait envie de se faire masser avec mon ami, donc ça tombait à pic. Et donc hier, on est allé dans un temple faire des rituels religieux et s'imprégner de la culture balinaise. Donc moi, ça m'a reconnecté à tout ce qui était ma religion dans la famille, qui est le bouddhisme, et à l'hindouisme, parce que si vous avez bien suivi, je suis partie en Inde l'année dernière faire un stage de méditation et de yoga dans lequel j'ai pu m'imprégner en fait de la culture indienne, de la vie en Inde en fait, de la culture locale, etc. Et donc là, ça m'a replongée dans toutes ces cultures et toutes ces traditions. Et c'était très beau, franchement, une belle expérience. On est dans un temple, pas le temple où tout le monde va, où je suis allée il y a 5 ans, parce que Bali n'est pas ma première fois, mais ma seconde fois. On était allé pour nos 10 ans avec mon homme. Et donc là, on est allé dans un temple où il y avait très peu de monde et où on a pu avoir l'espace de faire vraiment de s'imprégner de la culture, de faire des prières, de faire des rituels religieux, de respecter la culture balinaise, de faire ça dans les règles. On a été accompagné par un guide balinais et c'était très beau, franchement. Et on a fini ensuite dans un restaurant où on a déjeuné face au volcan. Donc c'est de mémoire le Mont Batur que j'ai fait aussi il y a 5 ans. Et ensuite on est allé dans une des rizières, ma rizière préférée en tout cas. C'est une rizière qui est pas du tout touristique, enfin qui est touristique, mais où en fait on se sent pas du tout oppressé par le monde. C'est la rizière Tegalalang et j'avais adoré cette rizière il y a 5 ans. Elle m'a vraiment marquée et j'en avais fait plusieurs déjà avant. Et il y a des rizières un peu partout à Bali quand on s'excentre, je sais pas si ça peut se dire, un petit peu du centre. Et là, c'était magique. On a fait l'introspection, on a fait des partages, on a chanté des mantras. C'était très beau. Et puis après, on est rentré, on s'est reposé et c'était chouette. Après, la particularité de cette retraite, c'est que je suis avec 2 copines que je connais déjà. On sait qu'on s'entend bien et il y a une fluidité, une harmonie entre toutes les trois, des énergies très compatibles. Un très grand respect des espaces des unes et des autres, des envies des unes et des autres, et je trouve ça très beau. Voilà, donc 2 premiers jours très très puissants. Là, on va attaquer le 3e jour. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, on va se préparer pour aller prendre le petit déjeuner et ensuite faire la 3e journée de retraite. Et là, si j'ai bien compris, on reste à la villa qu'on a louée pour faire nos soins. Et c'est une villa assez spirituelle. Il y a un chalat pour faire nos rituels, etc. On a chacune notre chambre. On a une piscine pour faire probablement un rituel de l'eau. Et on s'y sent très bien. Il y a 2 chats qui vivent avec nous. Et non, c'est très agréable. Il y a un bed and breakfast juste à côté. Donc on va manger tout le temps là-bas. On se fait livrer de temps en temps quand on préfère manger à la villa. Mais on va prendre nos petits déj là-bas. Et puis le reste du temps, on se fait livrer ou on mange à l'extérieur. Mais on a un chouette rythme. Un rythme qui respecte aussi notre écologie interne. Donc très chouette. Donc ma routine ici, c'est quoi? C'est je me lève vers 7 heures et je me couche vers 21h30, 22h. Donc ce qui me permet un sommeil restauratif au mieux. Après, je suis réveillée pas mal par les coqs, par les chiens qui aboient en pleine nuit vers 2-3 heures du matin, etc. Et là, pour la première fois, j'ai essayé de dormir avec des boules caisses. Je les ai pas enfoncées à fond parce que j'aime pas trop en fait cette sensation d'oreille bouchée. Notamment, c'est ce que je retrouve comme un confort en plongée. Et là, du coup, j'ai mis mes boules caisses juste histoire de à l'entrée de mes oreilles. Ça m'a suffi pour bien dormir par rapport aux 2 nuits précédentes où vraiment le sommeil était pas profond puisque je me faisais réveiller par les aboiements ou par les coqs qui fanfaronnaient en bande de coqs, du coup, entre 2-3 heures du matin. Et j'ai eu une grosse insomnie la veille de 3 heures quand même. Donc là, j'avais envie de bien me reposer puisque ça allait être une journée de pratique. Voilà pour mes 2 premiers jours et j'essaierai de vous partager un petit peu le reste de la retraite au fur et à mesure. Nous sommes à la fin du jour 4 de la retraite Bali Reborn. Et c'est un truc de fou comment ça passe vite. Que raconter? Franchement, je sais même pas par quoi commencer, tellement c'est riche en expérience. C'est pas dans le faire, c'est vraiment dans l'être et dans comment on l'intègre dans le corps au-delà du mental. Il y a vraiment un bon mélange qui est fait pendant cette retraite, donc ça c'est vraiment chouette. Et comme je le disais aux filles, je trouve que le fait qu'on soit copines à la base, je pense que ça nous aide vachement au niveau de tout ce qui est partage. C'est très fluide entre nous. On ose se dire les choses, ce qui peut ne pas être évident, notamment quand on mêle tout ce qui est énergétique,
spiritualité. Et puis, on travaille aussi nos ombres, donc c'est pas évident. Et je trouve qu'on a un trio qui s'harmonise bien. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une pratique de breathwork. C'est un breathwork que j'avais jamais essayé auparavant. C'est une respiration qui se fait pas en cycle. Pour celles qui ont l'habitude de faire du breathwork, on fait de la respiration continue. Et là, en fait, c'était différent. Donc ça, c'était chouette. J'ai pas du tout tétanisé. J'ai par contre, enfin, si j'ai tétanisé, mais c'était pas du tout douloureux en fait. C'était, je dirais même agréable. Donc j'ai tétanisé au niveau de la bouche. Je sentais que ça me prenait dans le cou et au niveau des mains. Et mes mains se mettent souvent en mudra en fait pendant que je tétanise. Et par contre, j'ai pas du tout tétanisé au niveau des pieds. Et par contre, je sentais aussi l'énergie dans mes cuisses. Donc c'est quelque chose même dans le ventre. Ouais, dans le ventre aussi. Donc c'est quelque chose de particulier. Et donc ça, c'était la journée d'hier. Et l'après-midi, on a fait une séance aquatique dans la piscine. On a utilisé la médecine de l'eau. Donc, il faut savoir que l'organisatrice de notre retraite, en fait, elle s'est formée à l'Agua Medicina. Donc, c'est vraiment comment relâcher les traumas, comment guérir avec l'énergie de l'eau. C'est hyper intéressant. Et en fait, on a notre corps qui peut faire des mouvements qui ne peuvent pas être faits au sol. En fait, on a une flexibilité dans l'eau et puis le corps est plus léger puisqu'il flotte. Et ça donne en fait une perspective hyper différente. Il y a une sorte de lâcher prise en fait qu'on a dans l'eau par le flottement et par le fait de se laisser bercer par une personne. C'est vraiment ça en fait, se laisser bercer, parce que l'organisatrice nous prend quand même vraiment dans ses bras et tout, comme une maman. Et il y a même un moment où je me suis sentie bercée. Donc je trouvais ça hyper intéressant à vivre. Et en fait, mon corps a commencé un peu à trembler dans l'eau. Et une fois qu'elle m'a mise au sol, elle m'a sortie de l'eau et qu'elle m'a mise au sol, mon corps continuait de trembler. Mais c'est pas un tremblement de froid, en fait. C'était genre, parfois, il y avait juste mon bras droit qui tremblait, parfois les deux bras en même temps. Les jambes ne tremblaient pas trop, c'était vraiment mon haut du corps. Et parfois, ça redescendait jusqu'aux jambes. Donc, c'est comme un flux énergétique qui va et qui vient. Et donc, ouais, c'était hyper deep comme pratique, et j'ai beaucoup aimé, pour être honnête. Bon, les personnes qui me suivent sur Insta, vous avez l'habitude, je parle beaucoup de plongée, de l'eau, de nage, je fais de la natation synchronisée, je fais pas mal de plongée quand je peux, etc. J'ai une connexion avec l'eau assez forte, et là en fait ça s'est confirmé, donc vraiment à l'aise dans cette pratique. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, notamment les personnes qui sont un peu angoissées par rapport à tout ce qui est marin, etc. Mais là, en fait, le fait de le faire dans une piscine, ça permet à des personnes qui ont besoin d'être rassurées de voir le fond, de savoir qu'il y a un fond, de savoir qu'on a pied. Ça peut les rassurer, le fait qu'il n'y ait pas de vagues. Mais voilà, j'aimerais bien le faire dans la mer une fois. Donc j'espère que j'en aurai l'occasion. J'avais rencontré d'ailleurs une jeune femme au Mexique qui s'était formée aussi à l'Agua Medicina. Et je trouve ça hyper intéressant comme pratique. Donc voilà, ça c'était pour mon partage d'hier, jour 3. Et aujourd'hui, jour 4, on est retourné dans un temple de purification. Et en fait, on était avec un guide spirituel, et son énergie est complètement différente de l'autre guide qui nous avait amené au temple précédent. Et vraiment, c'était intéressant de voir comment il communiquait, parce que pour tout ce qui est religion, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il nous parlait de peu importe ce en quoi on croit, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit un gourou, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très bienveillant et très éthique de sa part, de parler comme une force supérieure, quelque chose de supérieur, mais en fait, peu importe qui, quoi, comment, on s'en fiche, mais d'honorer en fait notre divinité personnelle. Donc ça, c'était intéressant. Et puis on a fait les prières, et il a invoqué Ganga qui est la déesse de la beauté. Et faut savoir que Ganga, je l'ai connue en Inde. C'est le fleuve du Gange. C'est une divinité qui a les cheveux en fait qui coulent dans la rivière, et ça m'a vraiment reconnecté encore un peu plus à l'hindouisme.
Je trouvais ça vraiment chouette. Et ensuite, donc on a prié, on allait se purifier un premier point d'eau. Et j'avais pas envie de me remettre dans l'eau. Et je voyais en plus que c'était différent, les eaux étaient différentes. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient différentes qui ne m'appelaient pas. Le premier temple, on avait une source d'eau en fait, il y avait 2 bains. Il y avait un bain de nettoyage et un bain de purification. Donc, il y a le premier bain de nettoyage, il y a vraiment pour enlever tout ce qu'on doit laisser, tout ce dont on doit se détacher. Et puis, le deuxième bain, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on souhaite atteindre, ce qu'on souhaite accueillir dans notre vie, etc. Donc, il y a vraiment faire le tri avec ce qui nous sert plus, faire de l'espace pour accueillir le nouveau. Et là, en fait, dans ce temple-là, j'ai fait la première partie donc de nettoyage. Et ensuite, la purification, je l'ai pas faite parce que déjà ça faisait 2 jours d'intervalle, je trouvais que c'était trop serré pour moi. Au niveau de la purification, c'est quand même assez intense, le courant est très intense, donc moi j'ai un petit gabarit, donc je m'envole et ouais, c'est assez intense. Et c'est vrai que de voir au niveau de la source, etc., donc c'était une source aussi pareille d'eau où il y avait une cascade, et la force de la cascade, etc., enfin, je sais pas, l'ambiance m'appelait pas, donc j'y suis pas allée pour la deuxième partie. Et par contre, ma copine y allait. Et ce qui m'a aussi challengée, c'est de voir le guide spirituel en fait mettre la tête des participantes, parce qu'il y avait que des femmes, sous l'eau. Alors je sais pas, je me suis pas renseignée sur les détails. Est-ce que ils avaient un code pour dire que c'était fini, qu'il fallait qu'elles arrivaient plus à respirer, ou je sais pas. En fait, ça, je n'en sais rien. Mais en fait, le geste m'a un peu déclenchée. Quand j'ai vu qu'il mettait la tête des participantes sous l'eau et qu'il les maintenait sous l'eau, ça m'a déclenché. Alors, est-ce que, on peut aller se raconter plein d'histoires, hein, est-ce que j'ai un lien avec une noyade dans mon transgénérationnel, dans ma lignée ou dans une vie antérieure, j'en sais rien, qui fait que peut-être que j'ai traversé ça et qu'aujourd'hui je suis à l'aise avec l'eau, etc., mais que ça continue de me déclencher tout ce qui est lié à la noyade. C'est possible, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a... En fait, j'ai senti mon corps se contracter, et en fait, c'est comme si mon intuition me disait ah bah voilà, c'est vraiment pour ce truc-là qu'il fallait pas que tu y ailles. Donc, est-ce que c'est mon mental? Je pense que c'est mon intuition, parce qu'il y a vraiment, j'ai pas su justifier sur le moment quand j'ai dit en fait j'y vais pas, j'avais pas envie, et ils ont essayé de nous convaincre qu'il y avait pas que moi, il y a aussi l'organisatrice qui y est pas allée. Et ils ont essayé de nous convaincre pour dire voilà, c'est pas le même temple, c'est pas la même source, c'est différent, etc. Et en fait, j'avais pas envie de vibrer la FOMO, dans le sens de c'est différent, il faut que j'essaye, j'expérimente tout ce qui est différent, peur de passer à côté d'une opportunité, etc. Et en fait, j'ai préféré m'écouter sans savoir pourquoi. Et en fait, quand j'ai vu qu'il a mis la tête sous l'eau, c'est là que je me suis dit ah, je pense que c'est pour ça, parce que mon corps se contracte. Et voilà. Donc on verra. J'ai pas forcément eu un bon feeling avec ce guide, mais voilà, je suis là pour expérimenter. Je pense que là, on parle beaucoup de ma ligne 6 en Human Design, qui aime bien expérimenter les choses. J'ai aussi la porte 28 active, la porte du joueur, la porte du challenge, qui aime beaucoup jouer un petit peu avec tout ça, tout ce qui est inconnu, sortir de sa zone de confort, etc. En fait, on a repris rendez-vous demain. En fait, à la base, aujourd'hui, c'était pour faire connaissance avec lui. Et demain, on a rendez-vous pour un deep massage. Et je sais pas en quoi ça consiste, mais apparemment, c'est travailler toutes les ombres, lâcher tout ce qui a lâché et tout. Apparemment, c'est très, très profond comme travail. C'est un massage chamanique. Donc, voilà, on verra. Je me dis que voilà, ça m'a trigger, mais je suis ouverte à expérimenter d'autres choses. Donc à voir demain, je vous en reparlerai. Donc voilà. Et puis après l'après-midi, on est retourné à la villa dans laquelle on loge. Et franchement, cette villa, elle est ouf. On est tellement bien qu'on adore chiller dedans. Enfin, franchement, elle est vraiment confortable. D'ailleurs, ma copine et moi, on se lève assez tôt. On se lève vers 7 heures. Et on se sent bien, et on attend, et à 8 heures on part prendre le petit déjeuner, donc on a 1 heure de chill. Ce matin par exemple, j'ai choisi de chiller dans mon lit. J'avais un update à faire avec une de mes amies, et j'en ai profité pour lui faire des vocaux, mais sinon on se lève toutes les deux et on chill pendant 1 heure, on journal, on câline les petits chats de la villa. Et donc du coup cet après-midi on est resté à la villa, et on a fait une activation de Kundalini. J'avais jamais participé à une activation de Kundalini, j'en ai déjà vu.
Mais voilà, j'en avais jamais expérimenté moi-même. Et je sais pas, heureusement que j'avais pas d'attente, je pense, parce que en fait, j'ai pas bougé comme on peut le voir dans certaines activations et comme ma copine a pu expérimenter. Donc elle a déjà travaillé dessus il y a 2 ans avec cette même organisatrice. Et en fait, moi, je l'entendais. En fait, c'est comme s'il y avait un paradoxe entre nous. Donc elle, je l'entendais faire des bruits, faire des gestes, vraiment être dans l'action et être très active au niveau de l'activation. Moi, j'étais zen. J'étais zen. Je sentais l'énergie danser dans mon corps. Je sentais l'énergie dans mes mains. Dans la moitié de mes mains d'ailleurs. C'était assez étrange parce que d'habitude, quand je fais des soins et tout ça, c'est plutôt toute la main. Mais là, c'était vraiment la moitié de la main de chaque côté. Donc, je sentais que ça circulait. Je sentais dans mes jambes, dans mon ventre. Et en fait, l'énergie est montée jusqu'à mon chakra du cœur. Et en fait, ça c'est pas monté davantage. Donc, vraiment, je ressentais l'énergie dans mon corps. Et au moment où je sens que ça bloque, je tousse en fait. Je peux pas m'empêcher de tousser. Au début, il y a mon mental qui me dit ouais, j'ai pas envie de tousser pour pas perturber le soin. Et en fait, je me dis j'ai envie de tousser, il faut que je laisse sortir ma toux. Et donc j'ai toussé plusieurs fois. Et je sentais mon corps bouger tout seul, donc mes mains, mais des petits mouvements. Et j'ai pas eu d'activation de ouf. Donc voilà, je m'attendais pas trop à bouger parce que dans tout ce qui est breathwork et tout, je suis pas le genre de personne qui crie, qui pleure, qui bouge. Voilà, moi quand je suis en breathwork, c'est comme quand je suis en méditation ou en hypnose, c'est très calme. Et en fait, je me disais que la Kundalini, probablement que ça allait être pareil pour moi. Et je voudrais juste spécifier que en fait j'ai déjà constaté que dans tout ce qui est énergétique, trans, etc., même dans les voyages chamaniques, je suis très calme. En fait, on le vit chacun à sa manière, et donc il n'y a pas une manière qui est juste par rapport aux autres. C'est juste chacun sa manière. On est tous différents, on intègre les choses différemment. Et ouais, je pense que le fait que je sois zen plutôt dans les soins, même après la session de Agua Medicina, j'avais des tremblements, mais c'était pas hardcore quoi. Mon corps était posé, était très ancrée et j'étais présente en fait. J'étais pas en flottement, j'étais vraiment présente. Et je pense que alors soit c'est possible que je sois peut-être trop dans le mental et le contrôle, qui fait que mon corps n'arrive pas à s'exprimer, soit que bah du coup comme je suis assez alignée, il se peut que mon corps réagisse pas de manière violente entre guillemets parce que il y a pas de gros blocage à libérer en fait. Donc je sais pas trop. À voir d'ici la fin de la retraite comment ça se développe, parce qu'on va faire d'autres séances d'Agua Medicina et d'autres séances de Kundalini. Donc voilà, j'explore et je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Voilà. Et puis ce soir, on est allé dans un restaurant dans lequel on était allé déjeuner hier. Et franchement, on a été servis comme des reines. Et ils étaient vraiment aux petits soins pour nous. Et d'habitude, on sort pas, on mange une soupe qu'on commande dans le resto à côté. Et on fait nos mamies en mode soupe, tisane et au lit. Et là, en fait, on avait l'énergie pour sortir. On a décidé de sortir. Et c'était une soirée spéciale. Il y avait un concert live, etc. Enfin, c'était très chouette. Et le staff est vraiment aux petits oignons. Et je pense qu'on y retournera parce qu'ils nous ont proposé de venir déjeuner près de leur cascade. Et voilà, la première fois, on allait déjeuner au bord de la piscine. Infini et à débordement. Là, on a dîné. En plus, ils étaient full. Ils nous ont dressé une table exprès et tout. Enfin, vraiment trop adorable. Un concert live et la prochaine fois après de la cascade. Et je pense que j'amènerai ma wife qui me rejoint à la fin de ma retraite à ce resto parce que je pense qu'elle va kiffer. Je connais bien ses goûts, donc je lui ferai la surprise. Ma wife, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta et qui regardent pas mes stories, c'est une femme que j'ai rencontrée lors d'une retraite de mastermind il y a 2 ans maintenant. Et en fait, ça a matché direct et ça a tellement matché que voilà, on arrive à se voir un peu partout dans le monde. On s'est vu à Paris, on s'est vu 2 fois au Mexique. Là, on va se voir à Bali. La prochaine, normalement, ce sera à Strasbourg. Mais vraiment chouette, cette amitié. Beaucoup de gratitude aujourd'hui. Voilà, je vous raconterai la suite et je vous dis à très vite. Jour 5 de la retraite, hyper challenging. L'organisatrice nous avait dit que on allait faire un massage de guérison, un healing massage. Et en fait, on avait donc j'expliquais juste avant qu'on avait rencontré du coup le guérisseur avant pour sentir un peu l'énergie, voir si on avait envie de faire le massage. Donc on a dit oui.
moi, quand j'ai dit oui, c'était pas un vrai oui. Hein. Pour celles qui sont initiées au Human Design, vous savez que pour l'autorité sacrale, si c'est pas un hell yes, c'est un no. Donc moi, c'était pas un grand oui. Et malgré le fait que je ressente que c'était un non, j'ai quand même souhaité aller expérimenter, donc probablement l'énergie de ma ligne 6 en Human Design pour y aller. Et quand on arrive du coup sur les lieux, donc c'est chez le guérisseur. Donc moi, l'organisatrice a dit que c'est un chaman. Je pense qu'on peut lui donner n'importe quel nom. C'est pour être un chaman parce que les outils qu'il utilise, genre le tambour, les maracas, des bocaux avec des plantes, des mixtures et tout ça, bah oui, c'est des choses qu'on voit en chamanisme. Mais voilà, en tout cas, lui, il dit pas qu'il est chaman, en même temps, il s'autoproclame pas. Donc je trouve ça très éthique parce que pour les personnes qui me connaissent, vous savez que ça me chatouille quand même. Quand je vois des personnes qui s'autoproclament, j'ai un peu de mal avec ça, mais je pense que c'est aussi un travail pour moi à effectuer de mon côté en auto-coaching. Et c'est tout ce qui est légitimité, respect des traditions anciennes et tout ça, j'ai un peu de mal. Hein. Des personnes qui s'autoproclament chamanes, qui ne connaissent pas les traditions ancestrales, qui connaissent pas les plantes, qui connaissent pas les animaux et tout ça, j'ai un peu de mal avec ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles quand je me présente avec mes outils et mes pratiques, je dis bien praticienne chamanique. On refera peut-être un point sur ça un peu plus tard, c'était pas le sujet. Et donc, bref, on arrive et en fait, il nous demande comment il peut nous aider. Donc, ma copine qui est avec moi à la retraite, elle se sent un peu challengée, donc elle lui parle quand même, elle lui dit. Et puis arrive mon tour où je lui explique mon challenge. Donc mon challenge à ce moment-là, c'est vraiment en fait incarner pleinement qui je suis, ne plus avoir honte de mes capacités extrasensorielles. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait j'ai un truc à travailler sur l'autoproclamation parce que en fait c'est ça aussi qui me bloque dans la visibilité que je peux avoir par rapport à tout ce que je peux faire. Toutes les capacités, comment j'utilise mon intuition, comment j'utilise l'énergétique, la cartomancie, l'hypnose, etc. Tout ça, en fait. Et donc, je lui dis que voilà, j'ai du mal à incarner pleinement qui je suis, à montrer qui je suis. Et je sais que je vois des choses, que je fais des choses dont je ne parle pas ni à mes proches, ni sur les réseaux, parce que syndrome de l'imposteur, peur d'être jugé, peur du regard des gens, notamment de mes proches. Hein. Je vous en ai parlé en story plusieurs fois pour celles qui me suivent activement. Le jour où une de mes meilleures amies m'a dit que mon marketing était bullshit, ça m'a déclenché. Le jour où mon cousin m'a dit que je faisais partie d'une pyramide de Ponzi, ça m'a déclenché. Donc tout ça, il y a tout un travail qui est venu me remuer depuis fin 2023 jusqu'à aujourd'hui. Et donc je lui parle de ça. Et du coup, en fait, il commence à me poser plein de questions et à me tester. Je sens que c'est un test en fait. Il me dit, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Et donc je lui explique quel genre de personne j'aide, comment, etc. Et puis il me dit, est-ce que tu penses avoir trouvé ta voie? J'ai dit, si tu parles de mission de vie, oui, je pense avoir trouvé ma mission ici sur Terre, dans cette vie, etc. Et après il me dit, à quel moment tu as eu un réveil spirituel? Donc, je parle de réveil et pas d'éveil. Un réveil spirituel, parce que ça, en fait, on a tous des capacités extrasensorielles, c'est juste qu'elles sont pas exploitées. C'est pour ça que je dis réveil et pas éveil. Et donc, je lui dis qu'en fait, ça s'est invité à moi en 2021, lors de ma toute première retraite. Je vous en parle dans l'épisode qui s'intitule de responsable achat à praticienne chamanique. Et là, il me dit, tu vois, il y a eu un énorme événement à Bali à ce moment-là. Donc, je ne sais pas quoi exactement. D'ailleurs, j'aimerais bien, je pense que je vais lui le redemander. Il m'a dit, il y a eu un énorme truc qui s'est passé à Bali à ce moment-là. Je crois que je sais pas si c'est des tremblements de terre, j'en sais rien. Il y a un truc énergétique apparemment qui s'est passé assez important. Je regarderai d'ailleurs après vous avoir déposé tout ça. Et donc après il me dit, est-ce que tu travailles avec les plantes? Donc j'avais pas encore parlé de plantes. J'ai juste dit que j'ai été initiée au chamanisme. Je me suis je ressens l'énergie dans mon corps. Je vois par flash. Je sais des choses que je suis pas censée savoir. Et là, il me dit, ok, est-ce que tu travailles avec les plantes? Et j'ai dit oui, mais de manière intuitive. Je suis formée en herboristerie, mais j'utilise vraiment
plus une manière intuitive qu'une manière scientifique. Les personnes qui sont proches de moi savent comment je travaille, comment je devine on va dire les vertus médicinales des plantes et tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc que je fais beaucoup avec l'intuition, et quand je vérifie dans des dictionnaires de plantes, en général, c'est juste. Voilà, bref. Je crois que j'en parle aussi dans l'épisode de responsable achat à praticienne chamanique, j'explique tout dedans. C'est un épisode où j'explique vraiment la découverte de certaines choses et tout ça. Bref. Donc, il me dit, donne-moi une plante que tu utilises. Et j'ai dit, je sais pas, j'en utilise plusieurs, j'utilise ce que je trouve et tout ça. Et en fait, il me dit, non, donne-moi un exemple. Et donc, il me demande beaucoup de spécificité. Et donc, du coup, je lui dis, voilà, j'aime utiliser cette plante-là. Et il m'a dit, pourquoi ? Donc, je lui explique pourquoi. Après, il m'a dit, qu'est-ce qu'elle apporte ? C'est quoi ses vertus ? Et puis, je lui dis, voilà, c'est ça. Mais c'est que des choses en fait, ce que je dis, je vais plus loin que ce qu'on peut trouver dans des dictionnaires de plantes médicinales. Et là, il me voit et tout, et il fait, OK, no fake. Et là, je sens une pression redescendre. En fait, c'est comme s'il me challengeait. Et ensuite, on en a discuté. Il m'a dit, je voulais voir si tu étais connecté à ton ego ou à ton cœur. Et il m'a dit, parce que quand tu es connecté à ton ego, tu veux prouver, tu veux parler. Et quand tu es connecté à ton cœur, c'est différent, l'énergie est différente, le partage est différent, etc. Donc voilà, l'échange s'arrête là. Et puis il dit, donc on est un groupe... il y a l'organisatrice de la retraite, il y a ma copine avec laquelle je fais la retraite, il y a le guérisseur, il y a la femme du guérisseur, et puis il y a 2 masseurs. Et donc là, il dit, voilà, là, c'est bien, c'est très spécifique, etc. Parce que, voilà, j'ai parlé vraiment de choses concrètes, et je pense que c'est aussi un de mes dons, d'être très spécifique. On peut le voir aussi dans mon Human Design. J'ai un profil spécifique. Donc, j'arrive à poser des mots, à expliquer. J'ai le canal 43-23 en Human Design. J'ai le don d'expliquer de manière simple des concepts. Et c'est vrai que je le repère depuis le début de la retraite, où avec ma copine, parfois elle a du mal à poser des mots sur ses ressentis et tout, alors que moi c'est très très fluide. Je ressens quelque chose, paf, je peux mettre un mot. Bref, on arrive dans la salle, il nous fait un laïus sur plein de concepts que je connais déjà. Et là, de manière inexplicable, je commence à sangloter de ouf. Je pleure, toutes les larmes qui coulent. On récite des mantras, on prie, on invoque les éléments de la nature, on invoque les divinités hindoues. Je pleure. Et donc, le bruit, si vous entendez le bruit, c'est un gecko. C'est ce genre de bruit que j'entends la nuit. Je ne sais pas si vous entendrez, mais c'est assez bruyant. Bref. Et du coup, il nous demande notre consentement. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller vers la suite ? Et là, il a dit, c'est soit yes, soit no. Et donc, moi, je dis yes, mais c'est pas un vrai oui, encore une fois. C'est pas un vrai oui, c'est un oui, mais j'ai peur. Connecté à mon instinct de survie. Pas à mon intuition, mais à mon instinct de survie qui me dit danger. Et puis, je m'allonge sur la table. Donc déjà... Moi, il faut dire que je crois que j'en ai parlé dans un live il y a 2 ans, où je parlais du topless, de comment j'ai été élevée dans toutes les valeurs asiatiques, d'être pudique, d'être humble, etc. D'ailleurs, j'en reparle de nouveau dans un des épisodes où je parle justement de comment j'ai dépassé les conditionnements en étant une fille de culture asiatique. Et du coup, je suis topless. Donc déjà challenging, parce que à un moment donné, en fait, on se fait masser entre guillemets sur le dos. Donc en fait, ma poitrine est exposée. Et je pense que c'est tout un lien avec la vulnérabilité, parce qu'en fait, la poitrine exposée, c'est comme les chiens et les chats quand ils se mettent sur le dos. En fait, en fait, ils exposent les parties les plus vulnérables de leur être. Et du coup, donc déjà, on se met face en bas, comme sur une table de massage classique. Et là, le massage commence. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des massages thaï, mais les vrais. Je crois que je partageais en story, j'ai pas repartagé, je crois, en podcast, mais quand je suis allée en Thaïlande, pour moi, c'était très difficile de trouver des massages qui n'étaient pas trop agressifs pour moi. Et même quand je me fais masser les pieds en Chine, je dois vraiment informer que je veux pas trop de pression, etc. Bref, ma copine qui habite en Thaïlande et qui a l'habitude des massages thaï, qui kiffe beaucoup de pression, même elle m'a dit que c'était très douloureux. Bref, c'était un massage, c'était une torture pour moi. Une torture, mais je pèse mes mots. J'ai hurlé
je pense que s'il y a quelqu'un qui m'a entendu, enfin il y a des gens qui étaient dans la pièce, s'il y a des gens à l'extérieur qui m'avaient entendu, ils pensaient que j'étais en train de me faire assassiner. J'hurlais, j'ai poussé des cris, je savais même pas que je pouvais pousser ce genre de cris, même à l'accouchement, j'ai pas crié comme ça. Accouchement avec une moitié de péridurale. Donc c'était hardcore. J'ai hurlé, j'étais agrippée avec mes ongles enfoncés dans le matelas, tellement j'étais agrippée de manière violente et vraiment très très serrée. Il y a la femme du guérisseur qui est venue me détendre les mains et pour me les réouvrir et essayer de me les relaxer. Et donc j'ai hurlé et j'ai pleuré de douleur. Mais quand je vous dis pleurer de douleur, je pleurais à gros sanglots, comme si quelqu'un de ma famille venait de mourir, quoi. Même encore plus gros les sanglots, et j'avais genre la morvonnée qui coulait. Vous voyez les sortes de sanglots comme ça, en plus quand vous êtes en massage, vous pouvez pas vous essuyer, bref. Et puis c'était horrible. C'était chaque fois que le mec me touchait, j'hurlais. À chaque fois qu'il me touchait quelque part, j'hurlais. Et c'était un massage, je pense, il a duré à peu près 1 heure. Et quand il me masse, déjà, c'est très douloureux. Et puis, j'entendais pas ma copine crier comme moi je faisais. Et en fait, on en a reparlé, mais en fait, elle serrait les dents. Elle avait très mal, mais elle serrait les dents. Et c'est pour ça aussi, moi, je sais que j'ai travaillé aussi parce que avant j'aurais serré les dents aussi. Ce qui m'arrivait quand je me faisais masser en Thaïlande, hein. Celle qui avait suivi mes stories, le bol de larmes, vous vous rappelez. Je disais qu'il y avait un bol, en fait, sous les tables de massage. C'est pour mettre des huiles essentielles, etc. Et moi, en fait, je pleurais de douleur dedans, mes larmes coulaient dedans. Et donc, j'appelais ça le bol de larmes. Mais je serrais les dents. Et là, je ne pouvais pas serrer les dents. La douleur était immense. Et en fait, j'ai lâché prise en acceptant que c'était douloureux et j'ai accepté d'exprimer ma douleur. Et à un moment donné, ils prennent notre pied, puis ils font des points dedans. Mais j'ai l'impression qu'à chaque point, ils m'enfoncent une très grosse aiguille dans le pied. Donc, je vous laisse imaginer la douleur. Et j'ai pris une photo de mes pieds, il y avait des points rouges après. C'était un truc de ouf. Et à un moment donné, tout d'un coup, sans prévenir, parce qu'on a les yeux fermés, ils nous tapent. Donc ma copine, elle a eu dans le ventre, moi j'ai eu dans la poitrine. Ils nous tapent d'un coup de toute leur force. Bam! Et là, je hurle, pareil. Quand il me masse les bras, il va sur les nerfs et tout, je hurle. Quand il me masse entre les orteils, j'ai l'impression qu'il a des lames coupantes, en fait, qui viennent me scier entre les orteils. C'est horrible. Franchement, c'était très, très dur, je trouve, ce massage. Et en fait, quand il a fini la première jambe, je me dis, je vais dire stop. Parce qu'on a le pouvoir de dire stop. Hein. C'est aussi reprenons notre pouvoir et notre responsabilité. C'est que, ok, l'organisatrice de cette retraite ne nous a pas dit c'était quel type de massage. Mais en fait, à tout moment, on peut dire non. Enfin, je pense. Parce qu'en fait, au début, ils nous demandent notre consentement. Mais j'ose espérer qu'à un moment donné, si on veut dire non, on peut arrêter le massage. Donc, au bout de la première jambe, j'ai envie d'arrêter et d'aller sur la deuxième. Enfin, quand je vois qu'il va aller sur la deuxième jambe, je me dis, je vais dire stop. Et après, je me dis, en fait, je peux le faire. Allez, je tire encore un peu plus. Et c'est là où je me dis, est-ce que je suis en train de me maltraiter? Parce que ça me fait très mal, c'est très douloureux. Et puis, je continue. Et en fait, vers la fin du massage, à un moment donné, je tétanise. Donc, pour celles qui ont l'habitude que je raconte mes expériences spirituelles, je tétanise régulièrement en breathwork, en voyage chamanique ou des choses comme ça. En fait, j'ai souvent de la tétanie. Et donc là, je tétanise au niveau du ventre et au niveau des mains. Mes mains font des mudras. Ma bouche aussi tétanise. Et en fait, mon corps se cambre. Donc, d'ailleurs, pour ceux et celles qui m'ont vu au séminaire Tilt, vous avez déjà vu comment je tétanise, parce que je tétanise sur la table de massage en chiropraxie. Et ça peut être douloureux. En tout cas, là, c'était pas douloureux, mais c'était inconfortable. Et bref, j'ai un peu subi ce massage. Et au début, j'étais en colère. J'étais en colère contre moi de ne pas avoir dit non. J'étais en colère contre l'organisatrice de notre retraite pour ne pas nous avoir informés. Il y avait beaucoup de colère en moi. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai trouvé un moyen d'exprimer ma colère, de crier. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer parce que tous les partages qu'il y a eu avant et après, et toutes les larmes que ça m'a permis de laisser couler, j'ai énormément de gratitude. J'ai ressenti énormément de gratitude en fait pour tous ces moments-là. Pas pour les moments où je me sens torturée, mais les moments avant et après. Et en fait, sans ce moment de torture, je n'aurais pas pu vivre le moment d'avant et après, en fait. Pas de la même manière. Et en fait, j'ai énormément apprécié le soutien de l'organisatrice, qui est aussi une copine, je vous le rappelle, parce qu'elle m'a soutenue pendant que j'hurlais.
Donc elle m'encourageait, elle me soutenait. Il y avait la femme du guérisseur qui venait. En fait, les deux venaient vraiment me poser leurs mains sur les bras, sur le visage et tout. Et je pense même que pour elles, quelque part, ça doit être dur de voir quelqu'un qu'elles connaissent et qu'elles apprécient crier et souffrir comme ça. Je pense que ça doit être challenging et de garder cette posture de je suis accompagnante. Je ne vais pas me laisser transporter et toucher par les émotions de ma cliente. Je pense que ça peut être challenging. Et donc après, j'échange avec le guérisseur. Je lui dis que c'était très douloureux. De toute façon, j'ai pas besoin de le dire, tout le monde l'a entendu. Et je lui demande qu'est-ce que c'est pour lui la tétanie dans mes mains, parce que je ressens vraiment l'énergie. Je sens l'énergie circuler, je sens les boules d'énergie dans mes mains et tout ça. Donc je sais qu'il y a un truc énergétique à ce niveau-là. Et je sais que j'avais demandé à une formatrice de breathwork qui m'avait dit que c'était parce que j'avais du mal à lâcher prise. Elle m'avait dit ça. Et il y avait une autre formatrice de breathwork qui m'avait dit pareil, ah c'est marrant, tu dois être dans le contrôle et tout ça. Et donc j'avais demandé, il y avait un autre, un de mes formateurs qui m'avait dit que quand je tétanise, parce que j'ai fait du breathwork avec lui, il m'avait dit qu'en fait c'est parce que j'avais des traumas entre guillemets à relâcher, à travailler. Et en fait, là, moi, je sentais que c'était pas tout ça, en fait. Les personnes avec lesquelles j'échange et qui écouteront cet épisode savent ce que je pense, que c'est pas ça, en fait. Et quand j'étais allée à la dernière cérémonie Cacao Breathwork, pour certaines personnes d'entre vous, vous l'avez vu quand j'ai posté en story, et à cette cérémonie, ils m'ont dit qu'en fait, c'était justement parce que l'énergie circulait que je tétanisais et que je pouvais aussi m'autoriser à adopter plus d'autres postures, à bouger mes mains. Quand je sens que la tétanie arrive ou même quand la tétanie est là, je m'autorise à bouger mon corps et tout ça. Et que en fait, ça peut se libérer de manière douce et que j'ai pas besoin, en tout cas si ça devient inconfortable, j'ai pas besoin de rester dans cette position. Et là, je demande au guérisseur qu'est-ce que ça signifie en fait que je tétanise comme ça. Et il m'a dit parce que tu as beaucoup d'énergie qui circule et que du coup ça crée un immobilisme. Parce que c'est trop d'un coup, c'est comme si on me branche tout d'un coup à une prise et il y a du jus qui arrive d'un coup quoi. Donc lui c'est son explication et ça résonne plus parce que vu la chaleur que je sens dans mes mains, pour moi c'est impossible que ça n'ait pas de lien énergétique. Je ferai des recherches par la suite, ça m'intéresse. Donc voilà, enfin je pense que vous verrez par la suite comment ça va évoluer, mes partages, ma manière de vendre, la manière dont j'accompagne. Je sens que ça a remué quelque chose de très deep en moi, en tout cas ce massage de guérison. Et voilà, si c'était à refaire, je le referais, mais j'aurais les chocottes, franchement. Là, je sais que l'organisatrice de la retraite l'a fait 2 fois en moins de quelques semaines. Et moi, en tout cas aujourd'hui, je me vois pas refaire ce type de massage. Mais voilà, je sais que pour certaines personnes, le deuxième massage, c'est de la rigolade. Mais je tenterai pas. Honnêtement, là, j'en ressens pas le besoin et ça a été tellement challenging dans mes ressentis parce que j'ai demandé à être connectée davantage à mes ressentis et à mon corps. Ah bah là, pour le coup, j'ai manifesté ce que j'ai demandé, quoi. Donc voilà. Ce qui a été chouette, c'est qu'après, on a fait une cérémonie du cacao sacré et ça a ramené plus de douceur. On a partagé en toute transparence, ma copine et moi, nos ressentis à l'organisatrice. On s'était déjà partagé tout ça toutes les deux en off. En fait, j'honore la transparence qu'on a eue de dire en fait c'était très violent, c'était hardcore et bon, même si moi j'ai cette capacité à dézoomer et à avoir de la gratitude sur l'événement dans son entièreté, c'est aussi comme ça que j'accompagne mes clients de manière générale à savoir dézoomer et de pas rester trop focus, trop spécifique sur quelque chose. Et j'arrive à comprendre que ça puisse être too much pour certaines personnes et personnellement après ça me regarde moi et avec tout ce que j'ai à travailler et la personne que je suis en tout cas aujourd'hui, je n'amènerai pas mes clientes ici sans les avoir informées parce que j'ai envie qu'en fait mes clientes puissent décider pour elles-mêmes et si elles sont pas prêtes à avoir un massage où elles risquent de vivre des choses assez profondes, qu'elles puissent choisir et qu'elles puissent refuser si elles sont pas prêtes. Donc ça, je pense que c'est ce que je ferai. Après, c'est parce que aussi j'ai étudié l'human design et je sais que certaines personnes ont besoin d'être informées dans les détails pour transformer. Et je pense que voilà, ça dépendrait du profil de human design de chacune, je pense. Mais en fait, pour moi, c'est neutre. Qu'elle m'informe ou pas, c'est neutre. Mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, ça puisse
être mal perçu. Et encore une fois, ça appartient à chacun. Donc voilà, donc cérémonie du cacao qui apporte beaucoup de douceur, beaucoup de cette sensation de cocooning, un peu qui vient nous réchauffer le cœur. Hein. Le chocolat, c'est un peu un aliment doudou. Et là, c'est du cacao, donc c'est du pur. Et après, on a fait des massages pour s'apporter de la douceur, des massages plus doux. Des massages de femme à femme et pour s'apporter de la douceur, comme un peu guérir les parties qui ont été maltraitées, je dirais. Et c'était bien. On a fait la cohérence cardiaque également, donc ça aide aussi à se reconnecter, à maintenir le lien entre nous, parce que je pense que, en fait, si on ne recrée pas ce lien-là, il peut y avoir une perception de trahison avec l'organisatrice de la retraite, comme elle nous a pas informé de ce que c'était et que nous, on savait pas ce qu'on savait pas. Donc on a dit, ok, tu veux pas nous dire, c'est pas grave. Voilà. Et je pense que si on ne recrée pas le lien, il peut vraiment avoir ce gap qui se crée suite à une blessure de trahison. Donc voilà pour mon partage du jour. Je sais pas si je partagerai tous les jours, mais en tout cas, là, j'avais envie de déposer ce soir, après cette journée intense en émotions. Et puis, je reviendrai demain ou après-demain pour vous raconter la suite. Alors, j'ai pris un peu de recul depuis le partage concernant le soin chamanique. Et ça fait du bien parce que honnêtement, quand je vous ai fait l'audio, j'avais un peu de recul, mais pas assez. En fait, on sortait il y a pas longtemps de cette énergie. Donc, ce que j'ai envie de partager, c'est que pour moi, c'est neutre en fait. Le fait que l'organisatrice, c'est devenu neutre, ça l'était pas, mais ça l'est devenu, qu'elle nous informe ou pas concernant les détails de ce massage de guérison, parce que je ressens énormément de gratitude de l'avoir vécu. Bon, là tout de suite, j'ai toujours pas envie de le refaire. Mais ce qu'il a pu dire ce jour-là, à ce moment-là, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre pour intégrer certaines choses que j'avais apprises. Et je pense que si ça avait été entendu à un autre moment, ça aurait été mentalisé, comme ce que j'ai pu faire depuis ces 4 dernières années. Donc je pense que ça, c'est quand même important. Et donc si c'était à refaire, parce que c'est ce que je pose parfois comme question à mes coachés, si c'était à refaire, est-ce que je le referais en ayant le choix? Eh bien oui, je le referais. J'ai toujours été dans le challenge. Ça a pu être avec une énergie de manque ou une énergie d'envie. Et il y a une grande subtilité entre les deux pour moi. Et donc, le challenge, le fait de se dépasser, le fait de vouloir toujours aller plus loin, ça fait partie de moi. Par contre, c'est de voir de quel espace ça vient. Et je pense que j'aurais accepté parce que quand j'ai choisi cette retraite, je me suis choisi moi. J'ai choisi en conscience de revenir de vacances en famille pour repartir très peu de temps après, pour m'occuper de moi, pour profiter de quelque chose rien que pour moi et me laisser porter. J'étais vraiment dans mon énergie féminine, j'ai rien dû organiser. Voilà, l'organisatrice avait tout planifié pour nous, on avait juste à se laisser porter, on n'était jamais au courant du programme. Elle nous disait juste le soir à quelle heure on devait la rejoindre et où. Et puis sinon, on savait pas ce qu'on allait faire, quoi. Et le midi, elle nous disait à quelle heure on reprenait, mais sans nous dire quoi exactement. Donc j'ai beaucoup aimé cet effet de surprise, cet effet en fait pour une fois c'est pas moi qui organise, je me laisse porter. Et ça me fait sourire quand je dis ça parce que là on est à la fin de la retraite, hein, on est le jour 8, le dernier jour à l'heure où je vous parle. Et en fait, la retraite s'est finie à midi. Et ce midi, j'ai tout organisé pour accueillir une de mes amies qui me rejoint à la villa. Et c'est une amie avec laquelle je suis partie au Mexique. Et on ne s'est pas vu depuis mars. Donc là, on est en septembre. Et donc, voilà, on essaie de se voir un petit peu partout dans le monde, là où on peut. Et donc, je me suis occupée de tout pour elle. J'ai réservé un lunch dans un lieu magnifique qui, je suis sûre, elle va kiffer. Et je lui ai réservé un massage. Je me suis occupée de tout. Les prix, les horaires. J'ai réservé une session de tatou parce qu'on avait décidé de se faire tatouer ensemble en mars. Et on n'avait pas trouvé de tatoueur qui nous convenait. Donc là, j'ai réservé, je fais les recherches, j'ai réservé, etc. Donc j'ai tout fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire prendre en charge ce que j'apprécie, ce que j'aime. Et durant cette retraite, j'étais vraiment dans une énergie où en fait j'avais rien de tout ça à faire. J'avais juste à connaître le minimum d'infos pour y aller. Et je pense que c'est avec cette intention en fait que l'organisatrice ne nous a pas dit en quoi consistait le massage. Peut-être une part de si je leur dis, elles voudront pas le faire. Et alors que ça peut être tellement guérisseur et elles ont tellement la capacité d'endurer cet inconfort
cette violence entre guillemets qui peut être perçue. Et on en a rediscuté encore ce matin et en fait, elle aurait pas pu emmener toutes ses clientes là-bas, clairement. Les choses ont fait que ma copine et moi, on est coach, on s'est formés à la même méthode de coaching. Donc, même si on a été challengés, on a aussi cette capacité à dézoomer et à voir les bénéfices d'événements perçus négatifs au moment T. Donc voilà. Donc ça, c'était le jour 5, le massage, je vous ai déjà raconté. Et l'après-midi, du coup, on lui a fait le feedback parce qu'on devait tenir le silence jusqu'à 16h. Et en fait, on n'a pas trop pu tenir ce silence. On avait envie de parler, donc on s'est retrouvés par hasard au même endroit pour déjeuner avec ma copine. Donc on a partagé et tout, et puis on a pu faire un feedback du coup à l'organisatrice pour dire comment on l'avait vécu. Et ça, c'était chouette d'avoir cette ouverture. Et je trouve que c'est inspirant de voir que en tant qu'accompagnante, cette femme a su tenir sa posture, probablement challengée aussi, mais de pouvoir tenir sa posture pour nous accompagner jusqu'au bout de la retraite. Et à un moment donné, j'ai eu peur que ça casse un peu le lien. Parce que, comme je vous ai expliqué, on est copines aussi toutes les trois. Et j'avais peur que ça casse un peu le lien, cet événement. Et au final, je pense qu'au contraire, ça peut nous rapprocher. Parce que, clairement, ma copine et moi, le fait de parler de comment on l'avait vécu et tout ça, d'ailleurs toute la retraite, le fait de beaucoup partager comme ça nous a rapprochés. J'en parlais aussi ce matin quand on avait débriefé de la retraite. Et aussi de voir que l'organisatrice a tenu sa posture, je trouve ça inspirant. Et je pense que du coup, ça nous a aidé à grandir, cette expérience. Et ça l'a aidé aussi à elle, voir est-ce qu'elle a envie de refaire ce genre d'expérience avec d'autres clientes, sachant que ça n'a pas été très bien accueilli sur le moment, même si après ça a mieux été, mais c'est challenging. Je pense qu'on n'a pas tous la capacité de digérer un événement aussi lourd. Donc ça peut devenir un trauma d'ailleurs, mais bon, c'est comme je dis à mes clientes aussi, chacun est responsable de ses propres perceptions. Donc quelque chose qui est perçu comme un trauma pour certaines personnes ne l'est pas forcément pour d'autres. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Et ensuite, l'après-midi, on a fait une cérémonie de cacao sacré pour amener un peu plus de douceur. Ça nous a fait du bien, déposer, écrire beaucoup. C'était très doux. On a mis plus de douceur, de sensualité dans nos pratiques pour... c'est comme si on avait fait une pratique pour un peu guérir le cœur du coup, le cœur avec le cacao sacré et le corps meurtri durant cette expérience de massage, de guérison. Et ça nous a fait du bien, et puis ça a ressoudé, je trouve, le cercle. Donc voilà, le trio, il n'y avait pas de faille, on va dire, suite à cet événement, parce que la confiance a été renouvelée, recréée, solidifiée, d'après moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors, le lendemain, on a fait une pratique dans l'eau. On a fait d'abord on s'est réunis au Chala pour déposer des mots, pour faire un check, comment on se sentait après une journée, après le massage. Et donc après, on a fait une session dans l'eau. Donc c'était notre deuxième session d'agua medicina. Là, mon corps n'a pas autant tremblé et j'avais très froid. Et j'avais très mal à l'oreille, comme quand on plonge et que on n'a pas bien équilibré au niveau des oreilles. C'est vraiment cette douleur-là que j'ai ressentie. Donc c'était pas très confortable. J'avais froid, j'ai éternué. Je tremblais en sortant, mais je pense que c'était plus de froid. C'est pas moins énergétique en tout cas. J'ai pas senti comme étant un courant énergétique qui me traversait. Et mais c'était quand même une belle expérience. Moi, j'aime beaucoup l'eau, donc vraiment cette pratique me parle. Et ensuite l'après-midi, on s'est retrouvés au Chala. On a fait de la danse intuitive sur des thématiques, et puis beaucoup de câlins, beaucoup de douceur apportée. Et du coup, le retour que j'ai fait ensuite à l'organisatrice le lendemain, c'est que c'était beaucoup trop féminin et mou, entre guillemets, pour moi. Je sais que ma copine a beaucoup apprécié, ça lui a fait vraiment du bien, toute cette douceur et tout, mais moi, en fait, j'en avais pas besoin. Donc du coup, on va dire, c'est comme si mon bocal de douceur débordait. Et pour moi, c'est comme si, limite, je sentais une réaction de rejet. Donc, il y avait vraiment cette impression c'était too much. Et du coup, à partir de là, j'ai eu plus besoin, moi, de m'isoler. Donc, au lieu normalement, quand je me lève vers 7h, j'allais dans l'espace commun, me poser, journaler, lire, etc. Là, en fait, à partir de ce jour-là, j'étais plus dans mon lit. Je restais dans mon énergie, seule, tranquille.
Et je pense que c'est juste une réaction. On en a déjà parlé en story, mais la ligne 4 en Human Design, c'est la ligne qui va réseauter, qui est beaucoup en contact avec les gens. Mais c'est aussi une ligne qui nous pousse à nous retrancher quand c'est juste pour nous, parce qu'on peut se sentir un peu submergé. Justement, d'aller, quand on va à l'extrême, de connecter avec les gens alors qu'on n'en a pas envie, en suivant notre autorité. Moi, j'ai une autorité sacrale, pour rappel. Donc, si mon sacral a dit non, quand l'organisatrice a proposé la pratique du câlin, ça, je vous en parle souvent, mais c'est surtout à mes clientes, c'est un signal que c'est pas juste pour moi. Tout comme quand j'ai accepté de faire le massage de guérison, c'est pas juste pour moi. Par contre, après, c'est moi en tant qu'individu qui ai le pouvoir d'y aller ou pas. Donc, c'est vraiment, si pour moi c'est pas juste, est-ce que je décide de suivre mon autorité sacrale ou d'y aller quand même? Et donc là, c'est purement mental. Ça n'a rien à voir avec l'autorité, ça n'a rien à voir avec s'écouter, etc. Donc c'est, encore une fois, tout dépend de notre intention. Et moi, mon intention, c'était de vivre la retraite et de me laisser porter. Et donc d'être moins dans mon yang, moins dans mon autorité naturelle. Alors juste une petite note supplémentaire. Durant mes audios, je parle du guérisseur qui me semblait, de ma perception, appuyer sur la tête des gens pour la mettre sous l'eau. Et en fait, j'ai demandé à ma copine et il n'appuie pas, il les accompagne. Mais je sais pas, l'énergie dans laquelle c'était fait n'était pas juste pour moi. Et il y a un moment donné, je parle également d'avoir trouvé ma mission de vie. Je voudrais juste apporter un petit peu de nuance, c'est que on est tous déjà en train de vivre notre mission de vie. C'est juste que j'ai trouvé une forme inspirante pour moi qui fait que j'ai énormément de plaisir et de fluidité à cheminer de cette manière. Donc c'est vraiment la forme qui m'inspire, mais on est tous et toutes déjà en train de vivre notre mission de vie. Voilà, c'était pour les petits ajouts par rapport au partage que je viens de faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez peut-être d'autres questions, des commentaires, etc. sur Instagram. Le lien de mon Insta est toujours, comme d'habitude, dans les notes de cet épisode. Et je vous dis à très vite. La plus brillante de moi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.